La première fois que je suis mort, j'avais 34 ans, et ce que j'ai vu de l'autre côté a changé la façon dont je regardais chaque matin de ma vie depuis lors. Je m'appelle Auguste, j'ai 99 ans, et je suis revenu 3 fois de là où la plupart des gens ne reviennent pas. Ce que je vais vous raconter ce soir, je ne l'ai dit à presque personne pendant des décennies, parce que je savais que les gens ne seraient pas prêts à l'entendre, ou que je ne trouverais pas les mots justes. Mais à 99 ans, on n'a plus de raison de garder les choses pour soi. Je vais d'abord vous dire qui je suis, parce que mon histoire n'aurait pas la même signification si vous ne saviez pas d'où elle vient. Je suis né en 1926, dans un village de montagne dans les Alpes, fils d'un boulanger et d'une femme qui lisait beaucoup et parlait peu. J'ai traversé la guerre adolescent, j'ai travaillé toute ma vie comme instituteur dans des classes de campagne, j'ai été marié pendant 52 ans à une femme que j'ai aimée profondément et que j'ai perdue en 1999, à l'aube de ce qui allait devenir mon siècle. J'ai 2 fils, 5 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, et je vis maintenant dans une maison de retraite médicalisée à quelques kilomètres de l'endroit où je suis né, ce qui me semble une forme de boucle naturelle et presque consolante. Ce n'est pas une vie extraordinaire au sens où on emploie généralement ce mot. Je ne suis ni célèbre ni riche ni particulièrement remarquable par aucun critère extérieur. Mais j'ai vécu longtemps, et surtout j'ai failli ne pas vivre du tout à 3 reprises distinctes, et c'est de ces 3 moments-là dont je veux vous parler ce soir, parce qu'ils contiennent quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun livre et que personne ne m'a jamais enseigné. La première fois, donc, j'avais 34 ans. C'était l'été 1960. Je revenais d'une randonnée en montagne avec 2 collègues, une fin d'après-midi magnifique, le ciel de ce bleu sombre qu'il prend dans les Alpes au-dessus de 2000 mètres quand le soleil commence à baisser. Nous descendions un sentier que nous connaissions bien, enfin que nous pensions connaître bien, et j'ai raté un appui sur un rocher humide. Je suis tombé dans un couloir rocheux, j'ai roulé sur peut-être 20 ou 25 mètres de pente avant qu'une saillie de rocher ne stoppe ma chute. Mes collègues m'ont dit plus tard que j'étais resté inconscient pendant ce qui leur avait semblé une très longue minute et demie. Pour moi, cette minute et demie n'avait pas de durée mesurable, mais elle avait un contenu. Je vais vous le décrire aussi précisément et aussi honnêtement que je peux, et je vous demande juste d'entendre ce que je dis sans y plaquer immédiatement une explication toute faite, ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous raconte simplement ce que j'ai vécu. Il n'y avait pas d'obscurité. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai essayé de le raconter ensuite. On imagine souvent qu'un évanouissement ou une perte de conscience c'est le noir total, l'absence complète. Ce n'était pas ça. Il y avait une clarté, pas une lumière aveuglante comme dans certains récits qu'on entend, mais une luminosité douce et très uniforme, comme si l'air lui-même était légèrement lumineux de l'intérieur. Et dans cette clarté, j'avais une conscience absolument aiguë de moi-même, plus aiguë en fait que dans la plupart de mes moments éveillés habituels. Je savais qui j'étais, je savais que j'étais tombé, et je n'avais aucune peur. Aucune du tout. Pas une peur refoulée ou surmontée, une absence réelle et totale de peur, comme si ce registre émotionnel n'existait tout simplement pas dans cet état-là. Et puis j'ai senti une présence. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Pas une forme visible, pas une figure, pas quelque chose qu'on pourrait décrire avec des mots de forme ou de couleur. Une présence, au sens le plus direct du terme, comme on sent qu'il y a quelqu'un dans une pièce même dans le noir. Et cette présence transmettait quelque chose que je peux seulement appeler une reconnaissance. Elle me connaissait, entièrement, beaucoup mieux que je ne me connaissais moi-même, et dans cette connaissance totale il n'y avait aucun jugement. Aucune condamnation, aucune approbation non plus au sens où on cherche l'approbation. Juste une connaissance complète et une acceptation complète qui m'ont traversé comme une chaleur. Puis mes collègues m'ont retrouvé. J'ai entendu la voix de Paul qui criait mon nom, et quelque chose a changé dans cet espace, quelque chose m'a indiqué que je devais revenir, pas de façon contrainte, plutôt comme une évidence douce, et j'ai ouvert les yeux sur le rocher gris et le ciel bleu profond et la figure blanche de Paul penchée au-dessus de moi. Je n'ai pas parlé de ça pendant longtemps. À ma femme Hélène, je l'ai dit quelques semaines après, en cherchant mes mots et en ayant conscience de sonner étrange. Elle m'a écouté sans interrompre, elle m'a regardé d'une façon particulière qu'elle avait quand elle prenait quelque chose au sérieux, et elle m'a dit que ça ne lui semblait pas impossible. C'était Hélène. Elle ne réduisait pas les choses à ce qu'elle pouvait vérifier. Avant que je vous raconte la deuxième fois, je voulais vous poser une question sincère, parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez à ce stade. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment, et un pouce en l'air m'aide vraiment à partager ce récit plus loin.
et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai vécu sur ce rocher, si vous croyez que c'était une expérience spirituelle réelle, écrivez présence, et si vous pensez que c'était le cerveau qui produisait quelque chose sous le choc, écrivez cerveau. Je n'ai pas de réponse définitive moi-même, et votre avis m'intéresse vraiment. La deuxième fois que je suis mort, j'avais 67 ans. C'était en 1993, un infarctus du myocarde un soir de novembre. J'étais à la maison, Hélène était dans la pièce d'à côté, je lisais dans mon fauteuil, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait d'abord à une douleur diffuse et qui en quelques secondes est devenu quelque chose d'écrasant, comme si un poids énorme s'était posé là et refusait de partir. J'ai eu le temps d'appeler Hélène et de lui dire que quelque chose n'allait pas, et après ça mes souvenirs s'arrêtent jusqu'au lendemain matin dans une chambre de réanimation. Mais entre les deux, il y a eu quelque chose, encore une fois. Différent de la première fois, pas en termes de qualité ou d'intensité, mais dans sa forme. Cette fois-là, il y avait des gens. Des gens que je reconnaissais. Mon père, mort en 1975, dans l'état que je lui avais connu vers la cinquantaine, pas vieux ni jeune, simplement lui, dans ce qu'il avait de plus essentiel. Un de mes amis d'enfance, Marcel, décédé à 40 ans d'une maladie foudroyante, que je n'avais pas vu depuis des années avant sa mort. Il n'était pas à une distance précise, c'est difficile à expliquer parce que les catégories spatiales ne semblaient pas s'appliquer de la même façon, mais ils étaient là, présents, et l'impression qui dominait était celle d'une réunion naturelle, pas d'un événement extraordinaire. Comme si je les retrouvais dans un endroit où on se retrouve normalement. Mon père ne m'a pas dit de mots, ou du moins pas des mots au sens ordinaire du terme. Mais il y a eu un échange, quelque chose qui ressemblait à une communication sans langage, et ce qui en est venu, ce que j'ai reçu de sa part, c'est quelque chose que je traduirais comme ceci, tu peux rester encore. Pas une injonction, pas un ordre, une information presque, une possibilité offerte avec toute la liberté que cela suppose. Et j'ai compris, dans cet état, que la décision m'appartenait d'une façon que la vie ordinaire ne permet pas de comprendre vraiment. Les médecins m'ont dit le lendemain que mon cœur s'était arrêté pendant un peu plus de 2 minutes avant qu'ils parviennent à le relancer. 2 minutes. Dans ma mémoire subjective de cet épisode, ce temps n'existe pas. Ce n'est ni long ni court. C'est simplement en dehors de cette catégorie-là. Quand Hélène est venue me voir à l'hôpital le lendemain, je lui ai pris la main et je lui ai dit que j'avais vu son père à elle aussi, mort depuis 1980, et que je lui transmettais quelque chose que je ne saurais pas mettre en mots mais qu'elle reconnaîtrait peut-être si elle le laissait venir. Elle a pleuré. Pas de tristesse, je crois, ou pas seulement. De quelque chose d'autre, que je n'ai pas essayé de nommer. Les mois qui ont suivi cet infarctus ont été différents de ceux qui avaient suivi ma chute en montagne. La première fois, à 34 ans, j'avais porté l'expérience en moi comme quelque chose de précieux mais de privé, quelque chose que je n'arrivais pas encore à intégrer complètement à ma vie quotidienne. Après l'infarctus, à 67 ans, avec la maturité que donnent les décennies et Hélène à côté de moi pour en parler, quelque chose s'était ouvert différemment. Je n'avais plus peur de la mort. Pas de façon performative, pas parce que je me convainquais qu'il ne fallait pas en avoir peur. Mais parce que j'avais été là 2 fois et que les 2 fois m'avaient appris quelque chose de cohérent, quelque chose qui se tenait. Je suis retourné enseigner à la rentrée suivante, ma dernière année avant la retraite. Et cette année-là, j'ai été un meilleur instituteur que je n'avais jamais été. Non pas parce que j'avais acquis de nouvelles compétences pédagogiques, mais parce que j'avais perdu quelque chose qui encombrait ma façon d'être avec les enfants, une certaine impatience, une certaine anxiété sur les résultats et les programmes et ce qui était attendu de moi. Je regardais ces enfants de 8 ans avec leurs cahiers et leur tête qui s'inclinaient sur les exercices et je pensais, vous avez toute cette vie devant vous, toute cette texture de temps et d'expérience, et il n'y a rien là-dedans qui mérite que je sois autre chose qu'entièrement présent à vous maintenant. C'est quelque chose que la mort m'a appris, ou plutôt que les approches de la mort m'ont appris. La présence. Pas au sens des slogans qu'on voit partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des phrases sur le moment présent, mais au sens concret et silencieux du terme. Être là, complètement là, dans ce qui se passe, sans avoir la moitié de l'attention ailleurs. C'est plus difficile qu'il n'y paraît et c'est plus précieux qu'on ne l'imagine avant d'avoir vu ce que c'est que de risquer de tout perdre. Hélène est morte en décembre 1999. Elle avait 74 ans, un cancer qui l'avait prise en quelques mois, trop vite pour qu'on s'y prépare vraiment, mais assez lentement pour qu'on ait le temps de se dire les choses importantes et de se tenir la main pendant les derniers jours. Elle est partie un matin vers 4 heures, et je regardais son visage dans la lumière de la lampe de chevet, et je me souviens d'avoir pensé que je savais où elle allait.
pas avec la certitude arrogante de celui qui prétend tout savoir sur ce qu'il y a après, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a eu un aperçu et qui reconnaît la direction. Les années qui ont suivi sa mort ont été les plus longues de ma vie. Pas les plus douloureuses au sens brutal du terme, mais les plus longues. J'avais 74 ans, j'étais en bonne santé relative pour mon âge, et devant moi s'étendait ce que je savais maintenant être probablement encore beaucoup d'années à vivre sans elle. Mes fils étaient là, attentionnés, présents autant que leur vie le permettait. Mes petits-enfants venaient me rendre visite. Mais il y a un type de solitude qui existe même au milieu des gens qu'on aime, quand la personne spécifique à qui on avait l'habitude de tout dire n'est plus là pour l'entendre. J'ai traversé ces années-là en les traversant, simplement. Je ne vais pas vous dire que j'avais trouvé une formule magique ni que mes expériences au bord de la mort m'avaient rendu imperméable au chagrin. C'est faux. J'ai souffert de l'absence d'Hélène de façon concrète et quotidienne pendant des années. Mais quelque chose au fond de moi savait, avec cette même conviction tranquille, que cette séparation était temporaire dans une échelle de temps que je ne pouvais pas mesurer mais que j'avais effleurée. Et cette conviction n'effaçait pas la douleur mais elle lui donnait un contexte qui la rendait habitable. La troisième fois que je suis mort, j'avais 91 ans. Une pneumonie sévère, des complications qui ont rapidement pris de l'ampleur, et une nuit aux soins intensifs où les médecins ont eu des moments de doute sérieux sur l'issue. J'ai su ensuite, par mon fils aîné qui était présent, que pendant plusieurs heures la situation avait été très incertaine. Ce que j'ai vécu cette troisième fois était différent encore une fois, plus riche en quelque sorte, comme si chaque expérience avait été une couche supplémentaire de quelque chose que j'apprenais à connaître. Cette fois-là, il y avait Hélène. Elle était là de la même façon que mon père et Marcel avaient été là la deuxième fois, présente sans être précisément localisée, mais cette fois avec quelque chose de plus précis encore dans la communication, quelque chose qui ressemblait davantage à ce que nos conversations avaient été de son vivant, cette façon qu'elle avait d'aller directement à l'essentiel sans tourner autour. Ce qu'elle m'a transmis, ou ce que j'ai reçu dans cet état, c'était quelque chose sur le temps qu'il me restait. Pas des années précises, rien d'aussi littéral que ça. Mais une impression nette que ce n'était pas encore fini, qu'il y avait encore quelque chose à faire ou à être ou à traverser avant que ce soit le moment de rester. Et avec ça, une sensation que je n'avais pas eue les deux fois précédentes, une sorte de gratitude que je ne sais pas vraiment comment attribuer, gratitude de ma part pour ce que la vie avait été, gratitude en retour pour quelque chose que je ne comprends pas entièrement mais que j'ai ressenti comme réel. Je me suis réveillé dans les soins intensifs avec mon fils Henri qui me tenait la main et qui avait manifestement passé une très mauvaise nuit. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a dit que les médecins avaient eu peur de le perdre. Je lui ai dit que moi je n'avais pas eu peur du tout, et il m'a regardé d'une façon qui était à la fois soulagée et légèrement déroutée, et j'ai pensé qu'il comprendrait peut-être un jour, ou peut-être pas, et que c'était très bien dans un cas comme dans l'autre. J'ai 99 ans maintenant. Dans quelques mois, si tout se passe bien, j'en aurai 100, et cette idée m'amuse doucement. Je vis dans une chambre confortable dans cette résidence, avec mes livres, quelques photos sur la table de chevet, et la fenêtre qui donne sur un jardin où des arbres bougent avec le vent et où je peux regarder les saisons passer. Ce n'est pas une vie diminuée. C'est une vie différente de ce qu'elle a été, certainement, mais différente ne veut pas dire moindre. Ce que 3 expériences au bord de la mort m'ont appris, et que je peux formuler maintenant avec la tranquillité que donnent les années, c'est ceci, et je vais essayer de le dire simplement parce que les vérités importantes n'ont pas besoin de beaucoup d'ornements. Nous avons une idée de la mort qui est presque entièrement construite par la peur, et la peur déforme ce qu'on regarde. Elle le rend plus grand, plus menaçant, plus absolu qu'il n'est. Les 3 fois que j'ai été proche de cet endroit-là, ce que j'ai trouvé n'était pas la peur. C'était quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on ressent quand on rentre chez soi après un long voyage. Pas l'arrivée triomphante, pas le soulagement dramatique. Juste la reconnaissance tranquille d'un endroit qu'on connaît. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien à craindre dans le fait de mourir. Le processus peut être difficile, douloureux, dépouillant. Je parle de ce qui se trouve de l'autre côté de ce processus-là. Et de ce côté-là, les 3 fois que j'en ai eu un aperçu, il n'y avait pas d'obscurité. Il y avait une clarté, il y avait des gens qu'on avait aimés, il y avait quelque chose qui connaissait complètement et qui n'avait ni jugement ni indifférence mais quelque chose entre les deux que je n'ai pas de mots pour nommer avec précision. Ce que ça change dans la façon de vivre, si on le laisse changer quelque chose, c'est l'urgence. Pas une urgence anxieuse, pas la panique de celui qui réalise que le temps est compté et qui se met à courir dans tous les sens. Une urgence douce, l'urgence de l'attention. L'urgence de regarder vraiment ce qui est là, les gens qui sont là, le jardin par la fenêtre,
le goût de la soupe du soir, la main de son fils sur la sienne dans une chambre d'hôpital. Ces choses-là ne sont pas petites. Elles sont même, je crois maintenant, les choses les plus grandes qui existent, celles qui constituent vraiment ce que c'est que d'avoir vécu. À 99 ans, je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait jamais vraiment, mais à mon âge les marges de doute se resserrent naturellement. Et ce que je ressens en pensant à ce qui vient, ce n'est pas de la résignation. C'est quelque chose qui ressemble à une curiosité tranquille. J'ai eu 3 aperçus de ce qui se trouve de l'autre côté, et les 3 m'ont dit la même chose avec des mots différents. Je n'ai aucune raison de ne pas leur faire confiance. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui approche de la fin, quelqu'un qui a peur ou qui souffre à l'idée de ce qui vient, je vous dis simplement ceci, pas pour les convaincre de quoi que ce soit parce que personne n'a à être convaincu de rien, mais pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui sont allés au bord et qui sont revenus avec quelque chose. Et ce quelque chose ne ressemble pas à l'obscurité. Je m'appelle Auguste, j'ai 99 ans, et j'ai été mort 3 fois. Je suis encore là pour en parler, et je ne sais pas si c'est de la chance ou autre chose, mais dans les 2 cas je suis reconnaissant. Si cette histoire vous a touché quelque part, un pouce en l'air m'aide à la faire voyager vers d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, restez avec nous, parce qu'il y a d'autres récits à partager et je préfère les partager avec quelqu'un qui a choisi de rester. Il y a aussi une autre vidéo ici que je vous recommande sincèrement, elle parle d'une femme de 86 ans qui a trouvé, dans la solitude la plus complète, quelque chose qui l'a empêché de sombrer, un rituel simple et quotidien qui lui a redonné un fil conducteur. Je crois que cette histoire et la mienne se parlent, même si elles viennent d'endroits très différents. Prenez soin de vous. Vraiment. Auguste.